les unes après les autres, mais on est très heureux de vous présenter cette étude EMAP. EMAP qui veut dire muscle, mouvement et activité physique, à 3 semaines de l'ouverture des JO en France et à Paris. C'était l'occasion de reparler d'activité physique et de faire le lien avec la forme physique, bien sûr, et mentale que cela peut procurer et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne à tout âge, y compris à un âge de plus de 70 ans, voire de plus de 80 ans. Voilà, donc on est très heureux de vous présenter cette étude tous ensemble. Peut-être que vous allez voir apparaître la slide des participantes. Juste pour vous rappeler l'historique de cette étude, le PRIF a créé les ateliers L'équilibre en mouvement en 2012. Certains d'entre vous, je vois présents, ont contribué à cette création et assez rapidement a cherché à évaluer ces ateliers d'activité physique adaptés. Les évaluations montraient que les personnes ressentaient une capacité à faire mieux, enfin à faire plus simplement, plus facilement certains gestes de la vie quotidienne et du coup étaient très heureux de ces ateliers. On a cherché à comprendre pourquoi le PRIF est venu à la rencontre de Gérondif, le Gérontopole d'Île-de-France, pour réaliser une étude que va vous présenter le professeur Agathe Reynaud-Simon. Mais avant ça, je souhaiterais que France puisse vous présenter le contexte de cette étude et Elsa Parlange ensuite pourra vous présenter les ateliers du PRIF et de l'assurance retraite. Merci Camille. En effet, je vais revenir sur quelques éléments de contexte assez globaux avant de rentrer dans le cœur de l'étude. L'assurance retraite comptabilisait en 2022 2,84 millions de retraités en Île-de-France, dont 130 000 nouveaux retraités. Et c'est cette cible toute particulière que le PRIF, Prévention Retraite Île-de-France, entend toucher au travers de ses actions. Donc d'abord, qu'est-ce que le PRIF? Le PRIF est un organisme qui a été créé en 2011 par les caisses de retraite de la Sécurité sociale, Assurance Retraite et MSA, Île-de-France, pour proposer une offre de prévention harmonisée sur le territoire francilien. Il décline une offre qui s'appelle le parcours prévention autour de thématiques telles que la mémoire, l'alimentation, le logement et bien sûr l'activité physique. Donc, vous le comprenez, la notion de bouger plus est vraiment un axe majeur de mobilisation pour faire entrer les seniors dans une dynamique de prévention active. Pour ça, peut-être quelques chiffres. Un senior sur 3 déclare que les JO 2024 le motivent à reprendre ou intensifier son activité physique et sportive. Et de manière moins liée à l'événement JO, 91% des seniors estiment que la pratique d'un sport peut aider à se sentir mieux. Donc, c'est vraiment grâce à l'offre d'activité physique du PRIF que sont les ateliers L'équilibre en mouvement et les ateliers Plus de pas, que le PRIF répond à ce besoin des seniors et cette envie au travers de cette offre adaptée qui est aussi gratuite, qui est mobilisable sur l'ensemble du territoire francilien et qui, grâce et pour ces réponses, le PRIF a valorisé cette offre qui vraiment est déployée très largement. Elsa Parlange y reviendra au travers de quelques chiffres. Le PRIF a valorisé cette offre dans le cadre de travaux qui sont ceux de l'ARS, notamment sur le sport sur ordonnance et prescriforme, mais aussi au travers des travaux sur le plan anti-chute du gouvernement qui est piloté, comme je vous l'ai dit, par l'ARS. Donc, on promeut vraiment cette offre pour mobiliser les seniors sur la thématique de l'activité physique adaptée. Et pour conclure mes propos, on entend bien poursuivre cette dynamique pendant la période JO, mais aussi pour participer à l'héritage des JO dont on entend tant parler. Donc voilà, je vous remercie. Elsa va pouvoir compléter. Pour compléter, en effet, et donc pour vous donner un peu
Un effet de cadrage, c'est ce que disait donc France est une offre gratuite proposée sur l'ensemble du territoire francilien et qu'on coordonne évidemment de façon très étroite avec les conférences des financeurs pour qu'il y ait une cohérence entre le parcours du PRIF et les autres offres qui sont financées dans le cadre des conférences des financeurs. Et on voit la thématique de l'activité physique adaptée qui est fortement représentée évidemment par l'action du PRIF et historiquement du PRIF, puisque ce qu'on voulait vous partager, c'est pourquoi un intérêt particulier, c'est que au-delà du besoin que ça peut représenter, évidemment, et qui est la source première du déploiement de l'activité physique adaptée, c'est celle qui, originellement, entre guillemets, a intégré la première, le parcours de prévention du PRIF et qui représente aujourd'hui le plus grand nombre de participants, en fait, qui sont touchés sur l'ensemble de nos 14 000 bénéficiaires, entre guillemets, d'une action du parcours du PRIF. Il y a 4 800 personnes qui ont bénéficié soit d'un atelier équilibre, soit d'un atelier plus de pas. Donc, vous voyez, il y a une forte attente ou besoin autour de cette thématique. Un point important aussi à vous préciser, c'est que on suit de façon euh, très rapprochée l'ensemble des études qui peuvent alimenter les réflexions et l'évolution du parcours de prévention qui ne sont pas toujours produites par nous-mêmes, parmi lesquelles figurait une étude réalisée sur la thématique Senior Active GV par la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. On apprenait dans cette étude que 13,4% des seniors ont réduit leur activité physique, notamment depuis leur passage à la retraite. Parce que, alors dans les premières causes, des problèmes de santé plus importants liés au vieillissement ou, et c'est pas anecdotique, des ressources financières plus limitées. Donc, on voit clairement que le passage à la retraite, et on ne cesse de le répéter, c'est au cœur aussi de la stratégie, là, côté assurance retraite, c'est le volet action sociale sur l'accompagnement des seniors sur ce moment de vie très central dont on sait tous les impacts et les conséquences à la fois positives et négatives. D'autre part, pourquoi est-ce qu'on a mené cette étude? On a mené cette étude parce que, vous le savez, pour celles et ceux qui nous connaissent bien, et quand je vois les noms des participants, certains nous connaissent bien, voire très bien, on a cette réflexion, ambition et exigence de faire la preuve de l'impact de nos actions. L'idée étant vraiment de s'assurer que ce que nous proposons dans le parcours répond à la réalité des besoins observés des bénéficiaires, mais je dirais aussi des intermédiaires que peuvent être tous nos opérateurs et partenaires locaux pour lesquels les retours d'expérience peuvent être extrêmement pertinents à prendre en compte et faire la preuve de l'impact. Ça ne s'improvise pas, ce sont des méthodologies où on combine du quanti, du quali, etc. C'est les raisons pour lesquelles, évidemment, on s'était tourné vers le Gérondif, qui a cette expertise et cette maîtrise et qui pouvait donc nous accompagner sur ce volet. Et puis, évidemment, comme je vous l'ai dit, Équilibre en mouvement est l'un des ateliers les plus déployés, donc il était évidemment cohérent de porter une attention particulière sur ce qui représente finalement l'atelier le plus en réussite, ou en tout cas réunissant le plus de bénéficiaires. Donc c'est en ce sens que le cadrage un peu global a été pensé et on a souhaité évidemment, dans le cadre de cette année un peu singulière liée au JO, bien faire le lien entre ce que le professeur Agathe Rémoncino va vous présenter et tout l'intérêt de l'activité physique adaptée dont on voit assez naturellement la pertinence. Et après, la question était celle de faire la preuve finalement des impacts réels. Et je laisse le professeur Agathe Reynaud-Simon prendre la suite. Donc, l'histoire est en effet la suivante. Le PRIF avait grand succès sur ses ateliers équilibre en mouvement avec des enquêtes de satisfaction très, très positives, etc. Et donc, la question, en effet, c'était de savoir si on pouvait évaluer vraiment l'impact d'une manière disons, scientifique par de la recherche clinique sur la fonction musculaire. Est-ce que c'était juste le succès de ces ateliers sur le plan social, sur le plan émotionnel, etc., ce qui est déjà hyper important, mais est-ce qu'il y avait aussi des choses qu'on pouvait montrer sur le plan musculaire?
Et donc, on a fait cette étude qui a été publiée tout récemment dans un journal, le journal européen de santé publique. Donc, vous voyez qu'on a collaboré, et puis Camille Mérès et Christiane Flouquet, qui étaient à la CNAV auparavant, sont signataires avec moi, et d'autres qui ont bien travaillé sur ce travail. Alors, la question, c'est équilibre en mouvement. Quel était notre objectif? L'objectif, c'était de suivre l'évolution des performances musculaires. Donc ça, c'était vraiment notre objectif principal dans l'atelier équilibre en mouvement. Et donc, ces ateliers équilibre en mouvement, c'est 12 ateliers hebdomadaires de 2 heures en groupe de 8 à 15 participants et supervisés par un animateur spécialisé. Donc, dans le groupe équilibre en mouvement, c'est un enseignant d'activité physique adaptée. Et finalement, l'atelier, c'est un atelier d'activité physique, mais multimodal. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du travail sur les étirements, sur l'équilibre, sur le temps de réaction, sur la coordination, le renforcement musculaire, l'endurance et la proprioception, qui est la perception qu'on a de ces articulations dans l'espace. Et donc, dans ces ateliers-là, non seulement ils venaient une fois par semaine pendant 2 heures, mais en plus, ils étaient encouragés à effectuer des exercices de renforcement musculaire ou d'endurance entre les séances. Mais pour voir s'il y avait un effet sur les performances musculaires, il fallait le comparer à quelque chose. Il fallait un groupe contrôle. Et donc, on a identifié comme groupe contrôle le groupe mémoire, parce que de la même façon, c'était 12 ateliers hebdomadaires de 2 heures, le même nombre de personnes dans le groupe, et dans le groupe mémoire, il y avait un neuropsychologue, et l'objectif de ce travail, c'était d'avoir des outils ludiques pour travailler sur l'orientation dans l'espace, dans le temps, sur la concentration, sur l'attention, sur l'observation et la mémorisation. Et on donnait aussi, ce qui est important à garder en tête, des conseils généraux sur l'alimentation et l'activité physique propices à de bonnes capacités cognitives. Donc ça, c'est important de le noter aussi, parce que vous allez voir que certains résultats montrent quand même que ces conseils, motivés par la stimulation cognitive, ont probablement été entendus. Donc, on allait comparer ces deux ateliers. Et donc, il s'agit de ce qu'on appelle une étude prospective comparative. Prospective, ça veut dire qu'on recueille les données dans le temps chez les mêmes personnes. Et comparative, parce qu'on compare 2 groupes, l'équilibre en mouvement et la mémoire. Donc, le groupe intervention sur lequel on pense qu'on va avoir des résultats, c'est l'équilibre en mouvement, et le groupe contrôle, atelier mémoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a mesuré? La première et la 12e séance pour voir les changements. On a mesuré beaucoup de paramètres musculaires, la vitesse de marche, le SPPB. Passez, s'il vous plaît, à la prochaine diapo, puis on reviendra à celle-là pour expliquer ce que c'est que le SPPB. C'est une batterie, entre guillemets, de tests qui est très utilisée en recherche clinique pour montrer les performances musculaires. Il y a une partie équilibre, et donc vous voyez qu'en fait, on demande à la personne de tenir debout à pieds joints pendant 10 secondes ou plus. Après, et donc là, on gagne un point. Si on arrive à mettre les pieds un peu décalés comme sur l'image, on gagne un autre point si on réussit. Et si on est ce qu'on appelle en tandem, c'est-à-dire vraiment le talon contre les orteils de l'autre pied, eh bien, on gagne des points aussi. Donc ça, c'est important. Il faut tenir 10 secondes là-dessus. La deuxième chose qu'on mesure, c'est la vitesse de marche sur 4 mètres. Et donc, on donne 2 mètres de lancement, on chronomètre la vitesse de marche pendant 4 mètres, et puis on ferme le chrono et on laisse les gens réduire leur vitesse normalement. Et selon la vitesse à laquelle on travaille, eh bien, on gagne des points. Et la dernière chose qui mesure vraiment plus spécifiquement la force musculaire, c'est la capacité, c'est la vitesse à laquelle on est capable de se lever 5 fois consécutivement d'une chaise sans accoudoir et les bras croisés sur la poitrine. Donc, on ne peut pas du tout s'aider de ses mains sur un accoudoir. Et donc, là aussi, on gagne des points. Le nombre total de points maximal, c'est 12.
Et on considère qu'on commence à avoir vraiment un peu des problèmes de performance musculaire en dessous de 11. On revient à la diapo précédente. C'est un outil très utilisé. Le TUG ou Get Up and Go Test, c'est il faut se lever d'une chaise, marcher 3 mètres, faire demi-tour et se rasseoir. Et l'appui unipodal, c'est être debout sur une seule jambe et on voit si on tient plus de 20 secondes, ce qui témoigne d'un certain équilibre. On a aussi mesuré la force de préhension, et donc ça, c'est un outil où on doit serrer avec la main une poignée, et donc ça donne une force. Et puis, on a aussi mesuré des paramètres nutritionnels comme le poids, l'IMC, la circonférence du mollet. En fait, on a mesuré beaucoup de choses, mais là, j'ai résumé aux critères les plus importants. Et puis, on a demandé aux participants de renseigner un questionnaire avec leur temps de marche par jour, par tranche de 30 minutes, d'activité physique, éventuellement de sport, mais on n'en était pas tout à fait là, de témoigner ou pas de difficultés pour se poser au sol et pour se relever. Vous savez que chez les personnes qui tombent, ça peut être vraiment un sujet très angoissant d'être au sol et de ne pas pouvoir se relever. Donc ça, c'est une question importante. La capacité à monter des escaliers, qui témoigne de la force musculaire et de l'équilibre. Est-ce qu'il y a eu des chutes? Est-ce que la personne a peur de tomber? Et puis, on a demandé aussi l'aire de mobilité, c'est-à-dire où est-ce que dans le mois précédent, où est-ce que vous êtes allé le plus loin? Est-ce que c'est dans votre appartement? Est-ce que c'est dans votre quartier? Est-ce que c'est dans votre ville? Est-ce que c'est dans une autre ville de France? Ou est-ce que c'est à l'étranger? Donc ça, c'est important pour la vie quotidienne. Et puis, les apports alimentaires de façon un peu rapide. Prochaine diapositive. Alors, on a pu inclure 292 personnes dans le groupe activité physique et 226 dans le groupe mémoire ou stimulation cognitive. Ça, c'est le diagramme de flux tel qu'on le présente dans les articles scientifiques. Il y a eu 12 sessions. À partir de 12 sessions, il y en a pour lesquelles on avait trop de données manquantes ou une participation trop importante. On estimait que s'ils participaient au total à moins de 10 séances, ils étaient exclus. De la même façon du côté cognitif. Et puis, on a fait après l'évaluation à 3 mois sur 161 participants dans le groupe activité physique et 127 dans le groupe cognitif. Et puis, en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est un coup de fil, un appel téléphonique 1 an plus tard pour savoir refaire quelques éléments du questionnaire. Prochaine diapositive. Alors, la première chose qui est importante à souligner, c'est que les deux groupes, le groupe équilibre et le groupe mémoire, n'étaient pas tout à fait pareils au départ. Le groupe équilibre avait 74 ans, 6, un peu plus âgé que le groupe mémoire, mais bon, ce n'était pas statistiquement significatif, c'est juste une petite tendance. Ce qui est intéressant aussi de noter dans ces ateliers, c'est la très, très grande prévalence des femmes. Et finalement, on se pose la question aussi, comment faire pour enrôler et stimuler des participants à participer aux ateliers pour ce qui est des hommes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de femmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y en avait quand même 57% qui étaient tombés dans l'année précédente dans le groupe équilibre. Et ça, c'est plus que les 34% qui est dans le groupe mémoire. Pour vous, quand le petit p est inférieur à 0,05, ça veut dire que c'est statistiquement significatif. Donc, ceux qui ont choisi d'aller dans le groupe équilibre, c'était des gens qui étaient tombés plus souvent, qui avaient plus de difficultés pour se poser au sol et plus de difficultés pour se relever du sol. Ils étaient aussi un peu plus limités dans leur mobilité. Ils allaient plus rarement en dehors de leur quartier ou de leur ville. Et puis, finalement, ils étaient aussi moins performants sur le plan musculaire, sur le SPPB que je vous ai montré, avec un score à 10,8 contre 11,1. Donc, ça veut dire que les participants s'orientent vers le groupe équilibre quand ils perçoivent des soucis sur leur mobilité. Les autres en ont aussi, mais pas de la même manière. Quand on regarde l'évolution de l'ensemble des paramètres, si on prend le SPPB, eh bien, on s'aperçoit qu'avec les
les séances d'équilibre, eh bien, en fait, ils s'améliorent de façon plus importante que dans le groupe mémoire. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans le groupe mémoire, on voit une amélioration de certains marqueurs de performance musculaire, le SPPB, mais aussi le Get Up and Go. Et il y avait une amélioration de la mobilité dans le groupe mémoire qui peut-être relève des conseils qui ont été donnés pendant l'atelier mémoire, ou aussi de l'amélioration de l'activité physique adaptée, de l'alimentation ou de l'effet social aussi de ces ateliers. En tout cas, donc le critère vraiment différent entre les deux groupes, c'est la performance musculaire mesurée par le SPPB. Prochaine diapositive. Quand on regarde à 1 an ce qui s'est passé, on n'a pas fait de mesure, mais on a pu refaire le questionnaire et on s'aperçoit que les bénéfices qu'ont les participants du groupe équilibre se maintiennent à 1 an avec moins de difficultés pour se relever du sol, moins de difficultés à monter un étage, plus de temps de marche, plus de temps d'activité physique et moins de chutes. C'est passé de 57 à 31% de personnes qui rapportaient une chute et donc vraiment des bénéfices très clairs sur le plan clinique. Dans le groupe mémoire, on observait aussi une augmentation du temps de marche et du temps d'activité physique, mais pas de variation significative sur les autres critères. Prochaine diapositive. En conclusion, donc la participation aux ateliers hebdomadaires du PRIF améliore le temps de marche et d'activité physique, les performances physiques, la force musculaire, l'équilibre et la mobilité, et réduit le risque de chute, non seulement dans le temps, mais aussi par rapport au groupe mémoire. Et l'amélioration des performances physiques, des capacités à se lever du sol et des capacités à monter des escaliers, et la diminution des risques de chute est plus importante dans le groupe équilibre en mouvement, mais elle existe aussi dans le groupe mémoire. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'on trouve que c'est vraiment intéressant de proposer une diversité de thématiques, de laisser le choix aux participants de choisir ce qui les intéresse et ce qui les motive le plus. Mais c'est aussi probablement intéressant d'aller d'un atelier à l'autre et l'ensemble de ces ateliers sont susceptibles d'apporter une amélioration. Je vous remercie pour votre attention. Ah oui, je vais dire un petit mot quand même sur la Semaine nationale de la dénutrition. Alors, le collectif de lutte contre la dénutrition que je préside maintenant après le professeur Éric Fontaine a pour mission de sensibiliser le grand public, les professionnels de santé et les tutelles à la question de la dénutrition. On sait qu'il y a 2 millions de personnes en situation de dénutrition en France et le collectif de lutte contre la dénutrition est missionné par la Direction générale de la santé et financé par la DGS aussi. Il reçoit aussi un soutien financier de l'assurance maladie, de la CNSA et de l'assurance retraite pour organiser la Semaine nationale de la dénutrition qui sera cette année du 12 au 19 novembre 2024. Et vous pouvez déjà vous inscrire pour faire part des actions que vous voulez mener et d'autre part pour recevoir des kits de communication gratuitement où vous voulez. Voilà, maintenant j'ai terminé. Engagez-vous, c'est un bon moment pour s'inscrire. Il y a déjà pas mal d'inscriptions qui ont été faites et si vous voulez recevoir les outils de communication, ben, en fait, il faut inscrivez-vous avant le mois de septembre parce qu'après, des fois, on n'en a plus. Voilà. Merci. Je me permets juste de rebondir avant de prendre les différentes questions sur votre intervention et merci beaucoup pour cette présentation, professeur Agathe Simon, parce que ça permet de mettre en valeur, je pense, 2 éléments qui sont majeurs. La question de la valeur du parcours, et c'est quelque chose que nous on porte de façon très forte au PRIF, c'est-à-dire que on n'est pas sur des actions opportunistes, sans lien entre elles, et on le voit bien, il y a des effets de correspondance et de valeur ajoutée à participer à différents ateliers qui nourrissent eux-mêmes une vraie évolution et puis un vrai bénéfice pour les seniors retraités. Et la deuxième valeur que je retiens de votre présentation, au-delà évidemment du contenu de l'étude, c'est celle de la question centrale et que nous partageons tous ici, de la question de la prévention.
Cette question qui est très complexe, hein, comment agir de manière préventive pour prévenir les risques liés au vieillissement et surtout garantir, si on se place d'un côté très positif, la question du bien vieillir. Et je me permettrai juste de noter 3 éléments sur cette question de la prévention. Un, de façon conjointe à PRIF, assurance retraite, la question du déploiement de ICOP Monitor notamment au travers de son applicatif sur l'idée de pouvoir accompagner le plus possible les retraités sur une sorte de diagnostic de leur risque de perte d'autonomie le plus tôt possible et aux premiers échelons du risque de perte d'autonomie. En cela, Camille, tu n'hésiteras pas à dire un mot supplémentaire puisqu'il y a 2 expérimentations qui sont lancées dans le 92 et le 93 portées par le Gérondif et avec un déploiement très fort qui va s'opérer côté assurance retraite sur l'année 2025 autour de Gérondif, de la ICOP, pardon. Un deuxième sujet autour de cette question de la prévention. Vous le savez, actuellement, il y a sur l'ensemble des territoires et notamment franciliens, le déploiement dans le cadre de la loi Bien vieillir autour du service public départemental de l'autonomie, ce qu'on appelle le SPDA. C'est issu du rapport Libaud. Nous étions avec ma collaboratrice Léa Perrin-Carmel vendredi sur une journée de partage avec les différents départements préfigurateurs et il a été évoqué évidemment par Dominique Libaud l'enjeu central autour de cette question de la prévention qui est complexe puisqu'on le sait, les retraités ne sont pas un groupe homogène, c'est très hétérogène, les parcours de vie, les lieux de résidence, les besoins associés. Et il a été évoqué notamment cette question autour de finalement comment on agit en prévention auprès de publics qui ne se sentent pas concernés ou qui sont non pas dans une forme de déni, mais en tout cas de non-volonté de pouvoir rentrer dans ces parcours-là, représentation que ça leur donne aussi de leur âge et autres. Donc, le service public départemental, elle est toute la démarche autour de convaincre, faire de l'aller vers, réussir à être sur aussi une notion de plaisir et pas forcément de prévention active au sens démarche déjà associée à des représentations plus négatives autour de la perte d'autonomie. Et puis, je ferai le lien aussi autour de cette question de la nutrition que vous avez abordée, Agathe, sur le bilan nutritionnel. On essaie, nous aussi, d'avoir des approches beaucoup plus coordonnées au travers à la fois des observations et des participants aux ateliers du PRIF qui sont dédiés à cette question plus large de la nutrition et les financements que nous opérons côté assurance retraite pour du bilan nutritionnel. Et là-dessus, important de vous dire qu'on est en train de revoir de façon très approfondie l'ensemble de l'offre de l'assurance retraite pour répondre à des besoins plus diversifiés et plus nombreux pour pouvoir avoir aussi un axe qui soit peut-être pas que du bilan nutritionnel en présentiel, mais peut-être du mix présentiel-distanciel, etc. On est en train de refondre cette offre. Et cette dernière question autour de la prévention et qui est un constat plus global qui est fait par nous tous, c'est pas nouveau, mais ça reste un vrai point d'achoppement et d'amélioration. L'observation qu'on a de la surreprésentation des femmes sur l'ensemble de ces dispositifs de prévention et de l'absence majeure, nous on le constate sur tous nos volets, c'est du 100%, une écrasante part de femmes qui sont celles et ceux qui participent, contribuent ou bénéficient de l'ensemble des actions que nous déployons, tant du côté du PRIF, de l'assurance retraite et du Gérondif. Voilà, je voulais juste redonner un peu ces éléments en complément, évidemment, de la présentation en elle-même des résultats de l'étude. On passe aux questions-réponses. Il y en a certaines, je vois, qui arrivent dans le fil de discussion. Et n'hésitez pas à lever la main, c'est intéressant de recueillir aussi vos approches et questions. France, tu fais le maître de cérémonie au travers des questions qui ont été posées. Oui, bien sûr. Je vois déjà que Eric Pétaros lève la main. Donc, si tu veux, Eric, je te laisse la parole et après, on pourra regarder les questions de la conversation. Tu peux y aller, ton micro. Est-ce que sinon, tu préfères écrire la question dans la conversation si ça marche pas bien? Il y a juste votre micro qui est coupé, Eric. Peut-être qu'en attendant que Eric
reprennent contact avec nous, on peut Prendre la prendre première question. ouais, une réaction qu'il y a dans le chat qui est plutôt à destination, enfin, qui relève de l'étude en tant que telle. Alors, le professeur Agathe Renaud-Simon, c'est quelqu'un qui parle des scores SPPB en nous disant que il serait utile d'analyser les progrès sur chaque test pour Oui, analyser je en fait, vois les la résultats. question. Ouais. Oui, je vois la question. Alors, ce serait plus intéressant de disposer des analyses effectuées sur les scores bruts du SPPB. Le SPPB, il suffit que chaque participant ait progressé sur un point d'épreuve. Oui, je comprends la question, c'est-à-dire que c'est 3 tests qui sont rassemblés en un score et du coup, on ne sait plus très bien. La question, c'est est-ce qu'on sait vraiment à quoi ça correspond quand on augmente de 1 point de SPPB? Alors, je comprends la question et on a les scores pour chacune des 3 étapes. En fait, l'association des scores et le SPPB a été quand même montré comme un score très associé au risque de dépendance, le score lui-même, donc quel que soit finalement sur quelle tâche on a mis des points ou pas. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé, il est très validé en recherche clinique pour justement voir l'état des performances musculaires et puis surtout du pronostic. Alors après, si on veut avoir des données dans le SPPB, il y a la vitesse de marche, donc on a aussi le get up and go, donc ça revient un petit peu au même aussi. Ça nous permet de voir qu'il y avait probablement une amélioration de la vitesse de marche. L'équilibre, ça peut aussi, on peut en témoigner par les chutes et le risque de chute qui a diminué. Et puis, après, les levées de chaise, c'est vraiment de la force musculaire et ça peut aussi être la force de préhension. Donc, en fait, si on a fait plusieurs évaluations des performances musculaires, c'est justement d'abord pour utiliser des scores validés et très utilisés et aussi pour avoir une vision un peu plus fine avec d'autres marqueurs sur la progression de la performance musculaire. À la fin, c'est vrai que pour un participant, d'avoir un score SPPB à 10 ou à 11, ça ne change pas grand-chose. Ce qui va changer pour lui, c'est s'il tombe dans l'année et c'est des capacités à monter les escaliers et des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on a mesuré ces paramètres qui ont plus d'impact clinique. Merci, professeur, pour votre réponse. Je ne sais pas si ça amène d'autres. Oui, après, il y a est-ce que les participants étaient en perte d'autonomie? Alors, en fait, c'est des gens qui se déplacent eux-mêmes dans les ateliers, donc ils n'étaient pas en perte d'autonomie, en tout cas, rien qu'on puisse voir à l'œil nu. Il n'y a pas de gire qui a été fait chez ces gens-là. Ils étaient globalement quand même plutôt… En fait, c'est une très bonne cible de prévention parce que c'était des gens qui avaient, vous voyez, 73, 74 ans en moyenne, qui à 90% se disaient en bonne santé, vous voyez, donc ils se sentaient bien. Ils avaient un indice de masse corporelle à 26, c'est-à-dire en termes de poids et taille, ils étaient juste dans la norme en moyenne. Mais même s'ils avaient cette apparence d'être mobiles, autonomes, etc., il y en avait quand même qui étaient tombés dans l'année précédente. Il y en a qui avaient peur de tomber. Des fois, c'est pas la même chose d'être tombé et d'avoir peur de tomber. C'était des gens qui, pour 25%, étaient à risque de dénutrition. Et puis, c'était aussi des personnes qui étaient à risque sur le plan de la fragilité. Donc, à la rigueur, c'est une population parfaite aussi pour ICOP. Parce que, justement, on dépiste des petites fragilités sans que ça ait un impact sur leur autonomie. Mais si je peux, à moins que Eric n'ait recouvré la parole et veuille s'exprimer maintenant, Ouais, je c'est bon, peux peut-être. le micro. Alors, je parlerai d'ICOP juste après. Ok, merci, bonjour. Ouais, c'est très intéressant cette présentation ce matin. Et du coup, moi, au niveau des conférences, je fais le lien avec
les travaux du Centre de ressources et de preuves de la CNSA, puisque vous savez qu'il y a des groupes de travail qui sont pilotés par les 2 gérontopoles, Île-de-France et Pays de Loire. Donc moi, j'en fais partie. Et donc du coup, il y a des fiches, de bonnes pratiques qui sont parues, déjà France, je t'en avais envoyé sur la nutrition et donc bientôt va paraître, les bonnes pratiques sur, l'activité, physique adaptée. Donc en synthèse, il y a eu un gros travail de recherche scientifique, par les personnes compétentes, sur, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et en fait, on arrive, sur, des bonnes pratiques, c'est-à-dire que, en tout cas nous, au niveau des conférences, on va devoir intégrer ça dans nos cahiers des charges puisque, c'est une demande de la CNSA et donc, sur l'activité physique adaptée, donc on sera sur un cycle de 12 semaines, minimum. Et ce qui va changer, c'est qu'on sera plus sur une séance par semaine, mais plutôt sur 2, voire 3 d'1 heure. Et sur cette séance d'1 heure, il faudra qu'il y ait au moins 40% de la séance qui soit, un travail autour de l'équilibre. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour donner un petit peu l'idée. Et obligatoirement aussi, les activités physiques adaptées devront être couplées à des ateliers de nutrition, où là, il y a déjà toutes les bonnes pratiques, qui sont sorties. Donc ça veut dire que ça va plutôt dans le bon sens, parce qu'on se pose toujours la question du coup de: «Est-ce que ça sert? Est-ce que ça sert pas?» Et puis l'évaluation, c'est quelque chose, en tout cas dans les conférences qu'on ne fait pas parce qu'on n'est pas compétent et puis on ne sait pas faire et cetera. Et donc là, du coup, l'idée je ferme ma fenêtre, il y a plein de voitures dans la rue et donc voilà, ça va nous donner une ligne conductrice qu'on va intégrer nous dans notre cahier des charges. Donc ça va forcément aussi impacter, l'offre du PRIF, et puis, de ces opérateurs, quoi, voilà. Mais je pensais que c'était intéressant de faire le lien avec Tout à tout ça fait. parce que ça va dans le même sens, quoi, voilà. Exactement. Ça s'alimente et c'est tout à fait lié. Vous avez raison de faire référence au centre de ressources et de preuves de la CNSA qui a aussi vocation à pouvoir être très preneuse de tous les travaux qui sont menés en ce sens parce qu'elles viennent donner la confirmation de l'effectivité et du bénéfice des actions qui sont portées notamment et financées notamment par la conférence des financeurs. Merci pour ce témoignage, Eric, et ce retour. France, tu peux répondre peut-être à Ouais. la question de Monsieur Courtet? Alors, qui est celle, oui, sur l'orientation des personnes à la fin des 12 séances d'atelier. Alors, c'est vrai que c'est un des enjeux des ateliers du PRIF, hein, initier une dynamique et du coup impulser de nouvelles pratiques. Nous, notre rôle, quand on a capté les gens pour les faire participer à des ateliers d'activité physique, qu'ils ont pris conscience du bienfait que ça leur procure, enfin du bien-être que ça leur procure et des bienfaits que ça a sur leur corps, leur santé, on relaie en effet, grâce aux acteurs locaux avec lesquels on travaille, hein, les CCAS, les mairies, les associations, on oriente les gens vers l'offre locale. On leur dit que on fait intervenir parfois les partenaires locaux pour leur expliquer où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à la suite des séances. Et de toute façon, c'est vraiment un succès hein, parce que les résultats d'évaluation qui sont publiés chaque année nous montrent que plus de 90% des gens souhaitent poursuivre l'activité physique. Donc, c'est vraiment notre rôle à ce moment-là que d'orienter vers l'offre locale et celle aussi des structures opératrices avec lesquelles on travaille. Professeur, il y a une question qui vous est adressée plus directement, mais portant sur ce qu'il faut sur la semaine de la dénutrition. Donc, quel est le Il y en bénéfice avait de une peut-être l'inscription? avant, mesdames, Pardon. sur l'étude encore, qui parle de. Alors, c'est Madame Vinet qui nous demande si on a réalisé au cours de l'étude des analyses en sous-groupe, notamment shooter vs non-shooter. Oui, justement, j'étais en train de répondre. Le problème, c'est que vous voyez que sur les shooters qu'on a analysés à 1 an, finalement, les effectifs qui ont pu répondre au questionnaire étaient un peu faibles et on n'aurait pas vraiment pu avoir des analyses pertinentes sur ces chiffres-là. Mais je comprends bien la question. On sait que les shooters ont des risques très importants de tomber à nouveau et tout ce qu'on peut faire pour la prévention de la prochaine chute, c'est très multifactoriel, c'est très compliqué et pas toujours efficace. On a un peu du mal à limiter le risque des chutes, à part par l'activité physique. Et donc, on n'a pas pu faire ça. Et après, sur la semaine de la dénutrition, Oui. alors, quelle est la question? La question, c'est que permet l'inscription et quel type de projets peuvent être proposés?
Ah voilà, je vois. Alors, que permet l'inscription? L'inscription, normalement, ça sert à celui qui s'inscrit et ça sert au collectif de lutte contre la dénutrition. Ça sert à celui qui s'inscrit parce que son action va être visible au niveau national. Il y a une carte interactive des actions qui vont être faites en France tous les ans et donc votre action sera répertoriée, elle sera labellisée. Et d'autre part, vous pouvez recevoir gratuitement des kits de communication. Alors, parmi les kits de communication, il y a des flyers qui sont destinés soit au grand public, soit aux aidants professionnels, soit aux aidants proches. Il y a aussi des affiches, des kakémonos. Il y a aussi des guides d'action qui permettent aux personnes qui sont soit à l'hôpital, soit en EHPAD, soit à domicile, de retrouver des idées pour organiser des actions. Et puis, vous avez aussi accès à l'ensemble du site collectif des nutritions où vous avez des outils en version numérique, par exemple, des outils qui ont beaucoup servi l'année dernière, comme le jeu de la dénutrition. Donc, c'est un gros dé. Alors, nous, on a des gros dés en mousse qu'on peut lancer soit dans le couloir de l'hôpital, soit dans les EHPAD, etc. On a fait aussi au Salon de l'Agriculture, bref. Et on tire des cartes et ces cartes sont des petites questions simples sur la nutrition et ça permet d'enclencher la discussion. On a aussi un modèle de chambre des erreurs pour faire à l'hôpital. Enfin, vous voyez, il y a une grande quantité d'outils dont vous pouvez vous servir pour faire des actions finalement avec peu d'énergie, peu de monde. Mais vous pouvez aussi inscrire des actions innovantes. Et c'est les actions innovantes d'une année qui finalement nourrissent les actions de l'année d'après. Donc, on est intéressé par toutes ces actions. Et puis, c'est important pour le collectif de lutte contre la dénutrition de répertorier toutes ces actions pour en faire part à la Direction générale de la santé et à tous les groupes qui nous soutiennent de l'importance des actions et de l'efficacité de la semaine. Merci beaucoup, Agathe. Y a-t-il d'autres questions sur la semaine de la dénutrition, de lutte contre la dénutrition? Alors, sinon, je parlerai peut-être effectivement de la poursuite de ce travail. Hein. C'est un travail, vous l'avez vu, qui s'est fait sur plusieurs temps. Il y a eu un temps d'analyse et un temps de publication. Et aujourd'hui, nous avons retravaillé avec le PRIF et l'assurance retraite pour voir comment communiquer ces résultats. Donc, très prochainement, vous pourrez avoir une infographie qui présentera de manière synthétique l'ensemble de ces résultats. Et nous pourrons aussi vous communiquer les références de la publication si vous souhaitez avoir plus de détails sur le travail qui a été mené. Par ailleurs, en complément de ce travail, je voudrais rappeler les outils auxquels nous avons travaillé en partenariat avec l'assurance retraite et avec le PRIF. Tout d'abord, la campagne Solidage qui permet de valoriser et d'informer les personnes de l'intérêt de réaliser des actions de prévention sur tous les axes, puisqu'il y a l'axe, bien évidemment, des chutes et de la lutte contre les chutes qui a été traité, mais aussi celui de la mémoire, celui de la nutrition, celui de l'aménagement du domicile, celui de l'audition, de la vision. Donc, en tout, ce sont 8 axes qui ont été travaillés et c'était en partenariat, bien sûr, avec l'assurance retraite, le PRIF, mais aussi avec l'ensemble des départements d'Île-de-France. Et l'ensemble de ces outils qui ont été co-créés sont disponibles sur le site solidage-idf. Donc, vous pouvez vous en saisir. Et enfin, Elsa, tu parlais d'ICOP tout à l'heure. ICOP est donc une démarche de prévention pour repérer les premières fragilités et faire en sorte d'orienter les personnes vers soit des actions justement de prévention, soit des professionnels de santé afin d'établir un bilan et un projet
un projet, un parcours, un projet avec chaque personne. ICOP a été lancé dans 17 régions en France actuellement pour être expérimenté et évalué. Et en Île-de-France, cette expérimentation a débuté dans les Hauts-de-Seine, dans le nord des Hauts-de-Seine, et les inclusions viennent de démarrer. Donc, si vous habitez le nord des Hauts-de-Seine ou si vous travaillez dans le nord des Hauts-de-Seine, on vous transmettra le lien pour que vous puissiez proposer à des personnes avec lesquelles vous travaillez ou qui sont autour de vous de participer à cette démarche. Nous allons bientôt démarrer dans 2 villes de la Seine-Saint-Denis. Donc là, de la même manière, nous pourrons vous communiquer ces informations. Il va y avoir donc une année d'inclusion. Enfin, inclusion, je vois que sont présents autour de cette conférence des professionnels. Donc, nous allons proposer à des personnes âgées de 60 ans et plus, on commence volontairement assez jeune, donc 60 ans et plus, nous allons proposer à ces personnes de rentrer dans la démarche ICOP, c'est-à-dire de remplir un questionnaire très court afin de voir de manière régulière si sur certaines variables, les choses évoluent pour eux. Une fois qu'on remarquera qu'il y a une variation, une alerte sera déclenchée. Les professionnels pourront rentrer en contact avec ces personnes pour les orienter vers un parcours de soins ou un parcours médico-social. Donc, n'hésitez pas surtout à nous demander les informations si vous habitez le nord des Hauts-de-Seine ou en Seine-Saint-Denis. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des sujets, questions qu'on souhaitait délivrer. Merci en effet, puisque la prochaine étape, ce sera donc la transmission et la diffusion de cette infographie. Peut-être ajouter un point pour que ça vous donne aussi un point d'élargissement. Judith, sur les projets d'évaluation que nous allons mener cette année, notamment en lien avec le Gérondif, en dehors de ce seul sujet de l'activité physique adaptée, si vous pouvez juste élargir pour dire évidemment que c'est une démarche extrêmement ancrée aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs, dans les activités du PRIF. Oui, merci Elsa. Oui, déjà, on a cette année mis au point pour la première fois une grille d'évaluation à destination des ateliers prévention universelle. C'est assez inédit. C'est la première fois que la population un peu éloignée des messages de prévention, notamment en raison d'accès à la langue, la maîtrise de la langue, va être évaluée dans le cadre de cet atelier prévention universelle. Donc, on pourra vous donner quelques éléments de bilan, les premiers éléments de bilan à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Ensuite, on poursuit avec le Gérondif tous les travaux de refonte, notamment on parlait de la semaine pour la lutte contre la dénutrition. On va travailler avec le Gérondif sur la refonte de notre atelier bien dans son assiette, et donc la refonte également des indicateurs que nous allons évaluer dans ce cadre-là. Et puis, en termes de travaux d'évaluation de manière plus élargie, il y a aussi tout le travail, on parlait de la présence des hommes au sein des ateliers de prévention et de la surreprésentation des femmes notamment, et essayer de savoir pourquoi les hommes ne viennent pas ou viennent moins. Ça, c'est un travail aussi qu'on va mener en interne au PRIF, avec notamment l'URV, et certainement aussi que le Gérondif il travaillera avec nous. Voilà, je pense que je n'oublie pas d'autres travaux. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, on vous tiendra bien entendu informé. Vous pourrez on fera autant que possible des restitutions, soit sous le format webinaire et soit aussi dans nos rapports, que ce soit dans le rapport d'activité. Celui de 2023 va sortir bientôt. Et puis, dans les prochains, on fera peut-être des rapports un peu plus ad hoc sur les questions d'évaluation. Et voilà. Merci beaucoup pour ces petites Est-ce que vous avez des précisions. questions par rapport à ces travaux? Voilà. Parfait. Je pense qu'il n'y a plus de questions dans le groupe.
Merci pour les éléments qui ont été postés par rapport à les travaux en PACA. C'est toujours très intéressant, en effet, d'être dans ce partage. On en prendra connaissance avec beaucoup d'intérêt. Madame Reynaud-Simon, Camille, est-ce que vous voulez ajouter des éléments avant qu'on libère tout le monde pour commencer cette grande et belle semaine? Ben, je crois que c'est le moment d'aller tous faire les JO, hein, à notre manière, à nous chacun. Ça nous permettra d'éprouver effectivement l'intérêt et la joie de participer à des épreuves collectives, on va dire. Et puis, ben, peut-être que ça nous changera les idées aussi. Donc, je vous souhaite un très bon mois de juillet et un très bon mois d'août au JO, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition. Profitez-en. Oui, ben merci. Un petit mot de la fin. Déjà, merci pour votre invitation et puis pour ce webinaire très intéressant. Et puis, ben, je pense qu'il faut faire de la prévention précoce et il faut aussi identifier très précocement les fragilités. Et c'est juste quand on est à cette un peu frontière de tout va bien et je commence à m'affaiblir un peu que c'est particulièrement intéressant d'intervenir et ça peut changer le parcours de soins et de vie de nos seniors. Et donc, se peser régulièrement, bien manger et puis faire de l'activité physique. Il faut qu'on diffuse ça autour de nous. Merci beaucoup, mesdames. Je ne vais pas faire de périphrase ou vous avez très bien conclu. On vous souhaite à toutes et toutes un très bel été et merci d'être à nos côtés sur sous ce mouvement collectif qui fait que chacun apporte sa pierre à l'édifice eu égard aux expertises et à son domaine de référence. Donc, on le voit, hein, on est complètement ancré dans la logique partenariale. C'est le cœur de notre vision, compte tenu de la complexité du sujet que nous accompagnons les uns et les autres. Et on vous souhaite à toutes et tous aussi une très bonne semaine. Merci et n'hésitez pas à faire le lien avec les équipes du PRIF ou du Gérondif si vous aviez des questions complémentaires. Merci, au revoir. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir, merci. Bon.